Et nous commençons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons voulu nous intéresser à l'humain, aux collaborateurs, aux clients d'une entreprise et regarder comment est-ce que l'on peut intégrer ces contraintes ou en tout cas cette stratégie d'investissement dans la gestion d'un fonds, dans une stratégie d'investissement de l'épargne. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin Tauzet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'échanger ensemble sur ce sujet puisque Carmignac lance un fonds dédié, c'est un fonds qui existe depuis un an. Qui a été lancé il y a un an. Qui a été lancé il y a un an sur cette thématique de satisfaction client ou satisfaction collaborateur. Alors, de manière un peu plus générale, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on aborde cette thématique d'investissement qui est d'aller regarder si les clients sont contents d'un côté et si les collaborateurs sont contents au sein de l'entreprise? Bien sûr, alors c'est vrai qu'on entend souvent des phrases le client est roi, nos employés sont notre actif le plus précieux. Et donc on est allé voir, est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie? Est-ce que ce concept-là tient? Et bien, ça semble être clairement le cas. Si on regarde par exemple la première partie de ce postulat, donc la partie satisfaction client, eh bien, on voit bien que les entreprises qui ont un service client, on va dire, le mieux disant, qui performent le mieux sur cet aspect-là, tendent à avoir de meilleurs résultats. D'accord. Il y a un lien direct entre satisfaction client et résultats des entreprises. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que, par exemple, on a des clients qui sont satisfaits, qui sont d'autant plus susceptibles, par exemple, de redemander ou racheter un bien ou un service. D'accord. Et pareillement, des clients qui sont satisfaits, donc il y a plusieurs études qui le regardent, qui le démontrent, HubSpot, Gallup et autres. Pareillement, des clients qui sont particulièrement satisfaits ou une marque qui a un service client qui est particulièrement reconnu, eh bien, les consommateurs sont d'autant plus susceptibles d'aller l'acheter ou même de payer un prix plus cher pour la qualité de ce service client-là. Ça, c'est pour la partie client. La partie client, oui. Mais le biais est aussi sur la partie collaborateur. Oui, tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. Non, alors, sur la partie satisfaction client, donc, là aussi, ça se vérifie, et ça se vérifie dans la performance boursière aussi. D'accord. On a conduit une étude chez Carmignac, un livre blanc justement, pour tâcher de mesurer l'impact boursier. Et on le voit concrètement, des clients satisfaits. Par exemple, si on regarde, je ne sais pas moi, une étude de satisfaction client d'une entreprise et derrière le parcours boursier de l'entreprise, on peut le voir une fois. Est-ce que ça se renouvelle régulièrement? Tout à fait. Donc, nous, on a conduit une étude, on va dire, avec un échantillon relativement large, avec plus de 200 sociétés. Et ce qu'on voit, c'est que sur une dizaine d'années, ces entreprises qui ont les meilleurs scores en termes de satisfaction client tendent à surperformer le reste du marché de l'ordre de 4 à 5% en moyenne annualisée. Donc c'est pas rien. Il y a certaines caractéristiques aussi qui sont propres à ces entreprises qui tendent on va dire, qui ont une tendance à traiter sur des multiples de valorisation qui se sont appréciés, qui ont été au-delà de la moyenne des indices. Ces entreprises qui tendent à être plus profitables, à être moins endettées aussi. D'accord. Alors, si on regarde l'autre volet, bien sûr, le volet collaborateur, le volet collaborateur, eh bien là aussi, on voit une incidence directe. C'est-à-dire que, par exemple, le taux d'absentéisme, eh bien, il est bien plus élevé pour, par exemple, des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits ou qui ne sont pas engagés. D'accord. Là aussi, on a beaucoup lu, beaucoup écrit sur des phénomènes comme la grande démission, par exemple, aux États-Unis. Eh bien, le coût qui est un phénomène d'ailleurs qui est d'actualité aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, où on sent qu'on a du mal à justement avoir cet engagement collaborateur dans un certain nombre d'entreprises. Et donc là, vous constatez, vous, que la satisfaction collaborateur peut avoir un impact déjà sur la performance de l'entreprise, sur les résultats de l'entreprise. Tout à fait. Donc là aussi, c'est-à-dire que le coût de remplacement d'un salarié, il est important, de l'ordre de 20% de son salaire annuel. Donc c'est pas neutre pour embaucher quelqu'un, bien sûr, le former, etc. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est du côté, on va dire, plus positif, c'est que des salariés qui sont impliqués, qui sont engagés, ils tendent à être beaucoup plus productifs que les autres. Et ça se retrouve aussi dans les résultats des entreprises. Est-ce que c'est les mêmes entreprises qui affichent les mêmes taux de satisfaction collaborateur et satisfaction client, ou c'est deux biais qui sont complètement séparés? Alors, ce qu'on fait dans Carmignac, donc Human Experience, donc quand on combine ces deux facteurs-là, pour nous, les deux sont importants. Mais d'accord, donc c'est la contrainte de base, en fait. Exactement. Donc il faut que les deux soient respectés. Exactement, il faut que les deux soient respectés, et on pourra revenir sur comment est-ce qu'on met ça concrètement en place dans un portefeuille.
Mais il y a tout à fait des entreprises qui offrent un produit ou un service qui est apprécié des clients, mais dont on va dire la politique salariale ou employée est pas vraiment au niveau, par exemple, pour des raisons de diversité, de mixité, d'accidents du travail, des choses comme ça. Mais alors, comment est-ce qu'on va mesurer ça? Parce que la satisfaction au client, déjà, comment est-ce qu'on va mesurer ça? On va regarder les notes Google, par exemple, des entreprises, et on va considérer si oui ou non c'est une entreprise avec un taux de satisfaction client suffisant? Oui, tout à fait. Donc, clairement, voilà, sur cette thématique ESG, nous, on regarde plutôt le pilier S, Bien sûr, le pilier social. Donc, sur la satisfaction client, il y a plusieurs façons de le faire. On avait historiquement assez peu de données, ou des données qui n'étaient pas vraiment facilement accessibles. C'est des choses qui sont en train de changer, parce qu'il y a une forme de pression sociale. Il y a de plus en plus de sites d'avis type Trustpilot, les étoiles qu'on peut donner sur Google et autres. Donc là, on est vraiment sur l'avis consommateur, en fait. Exactement. D'accord. Donc, on agrège l'ensemble de ces données-là pour arriver à apprécier si une entreprise ou le bien ou le service fourni par une entreprise est effectivement à la hauteur, et est-ce que cette entreprise-là surperforme bien ses pairs sur les services qu'elle peut fournir. Donc ça, c'est des éléments qu'on va être amené à regarder. On peut regarder d'autres types d'éléments. On peut regarder des sondages, par exemple. Et là aussi, on travaille avec des sondeurs, alors pas en France, mais à l'international. Et là aussi, qui nous donnent ces éléments-là, des éléments d'enquête, donc sur un secteur ou sur une entreprise donnée. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Et puis il y a aussi toutes les publications d'entreprises qui sont aussi une source très précieuse d'informations. Et alors sur la partie collaborateur, parce que il y a des études ou des sondages qu'on fait en interne sur la satisfaction collaborateur, mais le biais de ces études qu'on peut envisager, en tout cas, c'est que finalement, les entreprises qui se font auditer sont celles qui sont à peu près sûres d'avoir des bons résultats à la fin. On n'a pas envie de publier un sondage en disant on a de très mauvais résultats sur la satisfaction collaborateur. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer ça? Donc là aussi, on travaille avec des enquêtes, et donc il y a des grands organismes, par exemple, qui vont noter, classer les entreprises où il fait le mieux travailler. Donc on peut penser à des enquêtes. Les fameux classements, oui, bien sûr. Oui. Fortune, Forbes, Glassdoor, par exemple. Donc ça, c'est un angle d'analyse. Il y a un autre angle d'analyse qui, lui aussi, vient de toute la donnée qu'on peut récolter. On parlait, par exemple, des données de publication des entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui publient régulièrement des rapports extra-financiers, par exemple. Il y a aussi je parlais du fait qu'on a de plus en plus de données. Il y a une forme de pression sociale. Il y a aussi une forme de pression réglementaire. On a parlé beaucoup de la taxonomie sur le pilier E, environnemental. Bien sûr. Il y a un projet de taxonomie sur le pilier S, sur le pilier social. Qui est peut-être encore un peu moins avancé aujourd'hui au niveau européen, mais qui est prévu. Exactement, oui. Et ça, on a des entreprises qui publient de plus en plus d'éléments à ce sujet-là. Là aussi, on parlait de la mixité, de l'égalité ou l'inégalité, de taux d'accident. Et on va aussi regarder quels sont les grands préceptes des chaînes d'approvisionnement également. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à noter. Et donc, on va dire concrètement, on part d'un indice d'action monde, donc à peu près... C'était ma question, parce que en plus, j'imagine que le sujet satisfaction client ou collaborateur peut évoluer selon des zones géographiques ou autres. Les données ne sont pas forcément les mêmes qu'on va récupérer dans les publications d'entreprises notamment, mais on arrive à harmoniser? Oui, bien sûr. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part, on va dire, de cet univers d'actions de grande capitalisation mondiale, à peu près 3000 valeurs, et ensuite, on va appliquer à cet univers-là tous ces critères-là. Donc, on va regarder à peu près 700 valeurs. On va retrouver 700 valeurs sur lesquelles on va avoir en effet la granularité et les données pour pouvoir travailler. Donc, sur cet univers-là, il y a un certain nombre de biais potentiels auxquels il faut faire attention. Donc, comme vous le soulignez, on va dire aux États-Unis, en Europe et dans certains pays d'Asie, on n'a pas tout à fait la même, transparence ou les mêmes obligations à communiquer sur, par exemple, ces politiques RSE notamment. On tend à avoir plus de sociétés sur les pays développés que sur les pays en voie de développement. L'autre biais qu'on peut avoir, cet univers-là, il est plus lié à un biais sectoriel, c'est-à-dire que la satisfaction client, elle est mesurée sur le B2C notamment. Exactement, et elle touche surtout à des entreprises qui sont dans le secteur de la consommation, par exemple, plus que dans le secteur des services aux collectivités. Et donc là aussi, c'est des biais qu'il est important de connaître et de savoir quand on veut construire un portefeuille qui puisse être adapté à différents environnements de marché.
Merci beaucoup, Kevin Tauzet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer un petit peu comment mener une stratégie d'investissement avec cette volonté de suivre la satisfaction client ou collaborateur. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.